TF1 20h avec Roger Giquel. Valéry Giscard d'Estaing en Chine, des entretiens fructueux. Premier résultat concret de ce voyage, la vente de 2 centrales nucléaires à la Chine. Assemblée, 3e enfant, une demi-part de plus. C'est à l'unanimité que les députés ont voté cet amendement pour le budget de 1981. Raymond Barre, salaires et prix grimpent trop vite. Le Premier ministre lance un appel de modération aux chefs d'entreprise et aux salariés. Marc Fredriksen, 6 mois de prison ferme. C'est la première peine de prison pour délit d'opinion. Son avocat fait appel. Bonsoir. On ne peut plus dire aujourd'hui que la Chine s'éveille. La Chine est bien réveillée et la France, entre autres pays du monde, reconnaît son importance dans le présent et dans le futur. Et même, ajoute M. Giscard d'Estaing, qu'une grande partie de l'avenir du monde sera dessinée et modelée en Chine. Il est donc capital que, d'une part, les deux pays aient aujourd'hui sur les grands problèmes internationaux des analyses voisines, parfois semblables, d'autre part que la Chine et la France soient décidées à avoir des concertations politiques régulières. Enfin, que la France soit associée au développement de la Chine. On parle à ce sujet d'une relance spectaculaire de la coopération économique entre les deux pays, avec notamment la construction, premier résultat, par la France, de 2 centrales thermonucléaires en Chine, un projet de 78 différé pour des raisons de financement. Tel est le bilan succinct du voyage présidentiel à Pékin, maintenant que sont terminées les 3 journées d'entretien politique au plus haut niveau, mais le voyage va se poursuivre dans la Chine profonde, sans oublier la Chine touristique, ainsi qu'une visite au Tibet de 48 heures pendant le week-end. Avant de retrouver notre envoyé spécial Gérard Saint-Paul, je voudrais souligner l'hommage que M. Giscard d'Estaing a rendu à son prédécesseur, Georges Pompidou, qui, on le sait maintenant, a fait preuve d'un très grand courage il y a 7 ans, lors du premier voyage d'un président français en Chine. Oui, M. Pompidou était alors rongé par la maladie, qui l'a emporté quelques mois plus tard. Maintenant, Gérard Saint-Paul sur le bilan des entretiens. Le voyage officiel du président Giscard d'Estaing en Chine n'est pas terminé, mais ce soir, c'est déjà l'heure du bilan politique. Et il y a avant tout, je crois, une idée simple à retenir. Lorsque un chef d'État se rend dans un pays étranger, il ne partage pas nécessairement toutes les vues politiques du pays qu'il visite. C'est exactement le cas en Chine. Mais à la faveur des conversations qu'il peut avoir, on peut enregistrer ce que les diplomates appellent des points de convergence, des points d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé en Chine. En effet, par exemple, ce matin, le président Giscard d'Estaing rencontrait l'homme fort de la Chine, Deng Xiaoping, le vice-président du Parti communiste chinois. On dit que c'est lui qui est la clé de tous les bouleversements politiques actuels que traverse ce grand pays. Eh bien, au cours de ces entretiens qui se sont prolongés d'une demi-heure, et c'est un signe, en Chine, la situation internationale dans son ensemble a été abordée. Et sur tel ou tel point de tension dans le monde, on a remarqué que les analyses de la France et de la Chine ne sont pas différentes. Au contraire, elles se rapprochent. Monsieur Deng Xiaoping, d'ailleurs, cela nous a semblé évident, notamment dans l'interview qu'il nous a accordée, nous semble un peu plus modéré sur la gravité de la situation dans le monde, si vous voulez, un peu moins apocalyptique qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, il est moins alarmiste. Une raison de plus pour que le dialogue se développe entre les deux pays. Le président Giscard d'Estaing, ensuite, a eu un nouvel entretien avec le Premier ministre, M. Zhao Ziyang, et puis ces entretiens se sont élargis à l'ensemble des deux délégations. On a fait le point, on a fait le compte et l'acquis de ces conversations de 3 jours à Pékin. Et puis ensuite, on a signé un accord consulaire entre la France et la Chine. Voici quelques extraits de la conférence de presse du président Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, vous entendrez l'interview que nous a accordée M. Deng Xiaoping. Je voudrais vous dire aussi combien j'attache de l'importance au fait qu'un peuple qui est appelé à exercer une influence considérable dans le monde à venir, le peuple chinois, ait les qualités de délicatesse, de discrétion et de bienveillance qui sont les siennes. Dans un monde qui est trop marqué par la violence, l'intolérance, le goût de la domination, le fait que le peuple le plus nombreux du monde soit marqué par de telles qualités jette sur l'avenir de notre espèce humaine une lueur d'optimisme. Est-ce que les analyses faites par la France
et la Chine de la politique soviétique se sont rapprochés lors de ce séjour. Nous avons échangé nos vues sur les différents problèmes du monde et nous avons exposé naturellement nos analyses. Sur la situation internationale, nos analyses sont voisines. Sur la conception que la Chine a de son attitude vis-à-vis de telle ou telle puissance, et notamment l'Union soviétique, c'est à elle de la définir, ce n'est pas à nous de le faire à sa place ou d'une manière semblable. Je vous ai indiqué tout à l'heure que notre objectif, c'était une action internationale qui a pour objet d'atténuer les risques de conflit et donc de faire disparaître ou d'éloigner les risques de conflit dans le monde. Et ce qui m'a intéressé dans la présentation de la politique extérieure de la Chine, pour vous qui en suivez la formulation, c'est que au lieu d'une formulation qui tenait il y a quelques années le conflit ou un conflit pour pratiquement inévitable, la seule incertitude étant la date de ce conflit, il y a à l'heure actuelle de la part de la Chine la définition d'une stratégie politique ayant également pour objet d'éviter ou de rendre impossible un affrontement. Je considère donc qu'il y a dans ce domaine une certaine évolution qui rapproche les points de vue chinois et français. Cette fois, vous aviez beaucoup de choses à vous dire avec le président de la République française, monsieur le vice-président. Est-ce que la situation mondiale justifiait une prolongation de vos entretiens? Il y a beaucoup de points de tension dans le monde. Je peux vous dire que moi-même et le président de la République française, nous avons eu des analyses identiques sur un grand nombre de sujets. Par exemple, nous avons eu une conversation cordiale et très libre. Sur quel point y a-t-il des convergences dans l'analyse de la situation internationale? 你们在国际问题的哪些国际问题上有共同的分析？ Et nous avons parlé essentiellement de la stratégie globale. Est-ce que vous êtes inquiet, M. Deng Xiaoping? 你对这国际形势是不是有感到不安呢？没有。Non, je ne suis pas inquiet. Pour la situation mondiale. 整个局势啊，就是国际局势感到不安嘛，是有这点。Mais évidemment, je suis un peu préoccupé de la situation internationale. Mais en même temps, je suis très confiant. Le président de la République française, le président de la République vous a semblé également inquiet de la situation mondiale? 你是不是感觉到总统在会谈的时候也对国际形势感到不安？是这样。Oui, en effet. 这不安是理所当然的，恐怕现在世界的人都在感觉到不安。 Je crois que c'est une chose très naturelle et je crois que les peuples du monde s'inquiètent tous de cette situation internationale. Toute la presse, aux Nations Unies à New York, observe chaque mouvement de M. Rajai, le Premier ministre iranien, venu pour le débat au Conseil de sécurité qui a lieu sur la guerre entre son pays et l'Irak, mais dont tout le monde se dit, même s'il s'en défend bien, qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre prendre des contacts, même discrets, avec les Américains. Justement, le gouvernement américain fait remarquer que du matériel militaire acheté par l'Iran pour 300 millions de dollars avant la chute du Shah se trouve toujours bloqué aux États-Unis et que si l'on pouvait régler l'affaire des otages, eh bien ce matériel pourrait être enfin livré. Alors, dans moins d'une heure, le Premier ministre iranien rencontre le secrétaire général des Nations Unies de New York, Régis Faucon. Le Premier ministre iranien ayant déclaré qu'il ne voulait pas discuter avec les représentants des États-Unis, il est pratiquement certain que le secrétaire général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, a été chargé de soulever la question des otages, voire de proposer carrément leur échange contre ces fameuses pièces détachées dont l'Iran a tant besoin dans sa guerre contre l'Irak. Le chassé-croisé diplomatique relance bien évidemment les spéculations, renforcées par le communiqué du département d'État, en choisissant maintenant d'annoncer officiellement et pour la première fois que les États-Unis sont bel et bien prêts à livrer ce matériel militaire à l'Iran quand l'affaire des otages sera réglée, Washington semble tenter d'achever de convaincre le Premier ministre iranien d'accepter ce qu'il est bien convenu d'appeler le marchandage
pourrait amener la libération des otages. Ce nouvel appel du pied montre en tout cas assez bien jusqu'où Jimmy Carter est prêt à aller, pour l'Amérique bien sûr, mais aussi pour sa réélection. Régis Faucon, TF1, New York. Les députés ont voté les recettes du budget 81, autrement dit les impôts et les taxes que nous allons devoir payer. Ça n'est jamais gai, ces choses-là, mais il faut bien y passer. Soyez attentifs, il y a des nouveautés. Daniel Duigout. Eh bien, la première nouveauté du budget 81, et qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, c'est la demi-part supplémentaire pour les familles ayant au moins 3 enfants. Les députés ont voté ce matin à l'unanimité cette mesure que le gouvernement avait proposée et dont l'application des 81 avait été demandée par les groupes UDF et RPR. Coût de l'opération, environ 1 milliard de francs. Aussi, pour compenser ce manque à gagner, les députés ont décidé une surtaxe exceptionnelle sur les alcools et les tabacs. L'année prochaine, l'ensemble des taxes adoptées aujourd'hui sur les alcools augmentera en moyenne de 11,5%. Deuxième nouveauté du budget 81, globalement, les Français ne paieront pas plus d'impôts que cette année. Mais globalement seulement, car le barème de l'impôt sur le revenu, qui a été adopté hier en séance de nuit, impose plus ou moins les contribuables selon les tranches. Ainsi, pour les 4 premières, c'est-à-dire jusqu'à 38 820 francs de revenus imposables par an, pas d'impôt supplémentaire par rapport au coût de la vie. Pour les tranches suivantes, légère augmentation de l'impôt. Mais pour la dernière tranche, pour les revenus les plus élevés, à partir de 270 000 francs par an, l'augmentation de l'impôt sera alors très forte. Tout de suite une précision, sont exonérés d'impôts les contribuables dont le revenu ne dépassera pas 21 100 francs par an et 23 000 francs lorsqu'ils seront âgés de plus de 65 ans. Enfin, une remarque. L'opposition et M. Pierre Basse du RPR ont très vivement critiqué la politique fiscale du gouvernement, et cela lors d'un débat très long qui a précédé le vote. Dans quelques semaines, ce sera au tour des sénateurs de se prononcer sur ces nouvelles mesures fiscales, mais il est très peu probable qu'ils les modifient. Appel ou avertissement, comme on voudra, du Premier ministre aux chefs d'entreprise et aux salariés. Parce qu'il y a eu, dit-il, un relâchement ces derniers mois. Quel relâchement? Des hausses de salaire et des hausses régulières des prix des produits industriels. Et tout cela, dit Raymond Barre, favorise la concurrence étrangère. C'était à Lyon, à la sortie de l'école centrale qu'il venait de visiter. Je crois nécessaire d'adresser un appel aux chefs d'entreprise et aux salariés pour qu'ils modèrent l'évolution des coûts de production, des rémunérations et des prix. Les chefs d'entreprise doivent se dire que lorsqu'ils consentent des augmentations trop vives de rémunération, lorsqu'ils majorent trop fréquemment leurs prix, ils affaiblissent la compétitivité de leur entreprise, ils menacent, ils compromettent l'emploi et ils font un avantage considérable aux firmes étrangères qui trouvent sur le marché français un marché attrayant. Les salariés doivent comprendre que l'objectif du maintien du pouvoir d'achat à un moment où le prix du pétrole augmente régulièrement, est un objectif de plus en plus ambitieux. Et que la progression des rémunérations, au-delà de ce que peut supporter l'entreprise affrontée à la compétition internationale, finit par compromettre la vie de l'entreprise elle-même et par conséquent l'emploi. Je souhaite donc que dans les mois à venir, l'évolution trop rapide des rémunérations et des prix soit corrigée. C'est une condition pour le rétablissement de l'équilibre extérieur de la France. C'est une condition pour le maintien d'un rythme d'activité économique satisfaisant. Je suis sûr que les chefs d'entreprise et les salariés sauront faire preuve du sens des responsabilités qu'exige la situation de la France. Voilà, c'est un véritable appel. Et puis, dans un discours pour inaugurer le nouvel Institut national du travail de Marcy-l'Étoile, toujours dans la région de Lyon, le Premier ministre a insisté sur la nécessité du dialogue social dans les entreprises. Une société de responsabilité, a-t-il dit, n'est pas compatible avec certains styles d'autorité, ni avec certaines méthodes d'organisation. Et il a rappelé que la participation restait un objectif majeur pour le gouvernement.
Le gouvernement qui souhaite que les négociations sur l'aménagement du temps du travail se poursuivent et aboutissent. Cette grande négociation s'est interrompue fin juin. Échec. Mais depuis, les contacts discrets ont été renoués entre le CNPF et les syndicats. Un premier dialogue public a pu s'engager cette semaine entre patrons et syndicalistes à l'occasion du colloque de l'expansion entièrement consacré à la durée du travail. Et cette question reviendra aussi dans quelques jours à Strasbourg aux assises du CNPF consacrées en partie à l'innovation sociale. Eh bien, près de Marseille, François Got a rencontré le PDG et les salariés d'une petite entreprise, les laboratoires Lafal, qui sont en pointe depuis 1979 dans la bonne répartition du travail et des loisirs. Quand le week-end commence le vendredi, c'est intéressant. Des ateliers déserts. Aujourd'hui, les 150 salariés de ce laboratoire sont à la campagne pour une journée de loisirs organisée par le comité d'entreprise. Et pour cela, ils ont appliqué à 100% leur système d'étalement des horaires. Principe, 4 jours par semaine à 10 heures par jour, mais, et c'est toute l'originalité de ce système, on choisit les jours où l'on veut travailler. Ainsi, cela peut être du lundi matin au jeudi soir, reste 3 jours de week-end. Ou bien encore du mardi matin au vendredi soir, avec toujours 3 jours de week-end. En s'organisant bien, on peut même disposer d'un week-end de 4 jours. Oui, c'est faisable. Avec le travail, notre directrice nous accorde des fois de grouper 4 jours ensemble, de récupérer un jour. C'est-à-dire que vous vous arrêtez le vendredi matin, le jeudi soir, et je reprends que le mardi matin. Autre exemple, une mère de famille peut travailler le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Reste le mercredi pour s'occuper des enfants et 2 jours en fin de semaine. Les machines maintenant travaillent 50 heures par semaine et non plus 40 heures, car les 2 équipes du lundi au vendredi peuvent tourner sur les machines, car nous avons formé notre personnel et nous avons augmenté la maîtrise de notre personnel. Avantage pour l'entreprise, on améliore la productivité, on réduit l'absentéisme de moitié, on diminue les charges puisqu'il n'y a plus d'heures supplémentaires. Et pour les salariés, davantage de temps pour vivre. Ce laboratoire qui m'a donné ce truc de travailler 4 jours, ça m'a vraiment arrangé, question vie familiale et question liberté pour travailler, pour loisirs, tout ça, avec ma femme, être plus ensemble, vous voyez. Ça va être dur quand même, 10 heures par jour. C'est dur, arriver 4 heures de l'après-midi, on les ressent dans les jambes, mais enfin, ça va. Le jeudi soir, on ne reste pas. Et si on vous proposait de revenir à 5 jours par semaine, vous accepteriez? Ce serait dur, vraiment très dur, parce qu'on a pris l'habitude aussi de faire la grasse matinée pendant 3 jours. Ce serait dur. Et vous recevez beaucoup de lettres de gens qui souhaitent travailler ici? En moyenne, au minimum 2 à 3 par jour, c'est-à-dire au moins une quinzaine par semaine. 50 heures par semaine pour les machines, 40 heures pour les hommes. De cette façon, l'entreprise réussit à faire tourner davantage ses équipements sans accroître pour autant le travail des hommes. 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, c'est le jugement prononcé par la 17e chambre correctionnelle de Paris contre Marc Fredriksen, l'ex-président de la Fédération nationaliste européenne, mouvement néo-nazi dissous, condamnation qui s'accompagne de 6 000 francs de dommages et intérêts à chacune des organisations de résistance ou antiracistes qui s'étaient constituées partie civile. Fredriksen n'était pas à l'audience du tribunal, il est toujours à l'hôpital de Rambouillet. Le président du tribunal a beaucoup insisté sur le fait que Fredriksen était poursuivi seulement pour un délit de presse et qu'un tribunal correctionnel pouvait difficilement aller plus loin, même s'il s'agit d'écrits qui incitaient à la haine et à la violence raciale et qui faisaient l'apologie des crimes de guerre et de la collaboration avec l'ennemi. Il est extrêmement rare, et c'est même la première fois, qu'un délit de presse soit si sévèrement puni. Pourtant, c'est que le tribunal a tenu compte des récents événements et surtout, bien sûr, de l'attentat de la rue Copernic. Jean-Pierre Berthet. À procès historique, jugement historique. C'était le premier procès de néo-nazis en France. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un simple délit de presse est sanctionné par de la prison ferme. Et qui plus est, le tribunal s'est finalement montré beaucoup plus sévère que le procureur, ce qui n'est pas si courant. Il faut dire que Marc Fredriksen a été déclaré coupable sur toute la ligne. Coupable de diffamation raciale, coupable d'incitation à la haine raciale, coupable d'apologie de crimes de guerre.
Les juges ont estimé que les textes de Marc Fredriksen pouvaient avoir des conséquences graves en entraînant, je cite, le mépris, le rejet ou la violence à l'égard de certains groupes de personnes. Quelques exemples significatifs tirés de la revue Notre Europe, dissoute en même temps que la FAN, l'organisation de M. Fredriksen. Les Juifs ont tiré profit d'un génocide imaginaire. Mussolini a été le socialiste le plus combatif de son temps. Le salut arien traditionnel signifie « je viens en ami », etc., etc. Le tribunal, en conclusion, souligne la nocivité de ces écrits, lus en particulier par des jeunes, et adresse une mise en garde on ne peut plus d'actualité. Écoutez plutôt cette citation. Ces textes encouragent les militants néo-nazis actuels susceptibles de passer à l'action violente pour promouvoir leurs idées. Allusion évidente à de récents attentats. Alors bien entendu, M. Fredriksen n'est pas prêt d'aller en prison, si tant est qu'il y aille un jour. Selon toute vraisemblance, son avocat va faire appel et retarder du même coup l'échéance. Mais nul doute ici, au Palais de justice de Paris, que ce jugement est un sérieux coup d'arrêt pour cette recrudescence du nazisme dénoncée constamment par les organisations juives. Oui, on voit mal comment, maintenant, Fredriksen pourrait prétendre être un jour candidat à la présidence de la République. Les autres nouvelles de ce journal avec vous, Jean-Pierre Abou. L'espoir de retrouver des survivants à El Asnam a été pratiquement abandonné aujourd'hui par les sauveteurs qui ont donné l'ordre aux pelles mécaniques et aux bulldozers de déblayer rapidement les décombres. Après 7 jours de recherche ininterrompue, les sauveteurs estiment qu'il n'y a presque plus rien à faire maintenant. En Pologne, le syndicat Solidarité, c'est-à-dire le premier syndicat indépendant de Lech Walesa, menace de déclencher une grève générale si le tribunal de Varsovie n'enregistre pas ses statuts dans les délais les plus courts. Premier sondage présidentiel Figaro-Sofres, publié aujourd'hui. Ce sondage a été effectué du 2 au 8 octobre auprès d'un échantillon national de 1000 personnes. Dans toutes les hypothèses, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui est le favori. Au second tour, l'actuel chef de l'État l'emporterait par 52% des suffrages, contre 48% si l'autre candidat était Michel Rocard, et par 57% contre 43% si c'était François Mitterrand. La Fédération socialiste de Haute-Garonne proposera la candidature de M. François Mitterrand pour l'élection présidentielle dès le dimanche 19 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, date d'ouverture du processus de désignation du candidat du PS. 5 élections cantonales partielles auront lieu dimanche. C'est le scrutin du Val-de-Marne qui retiendra l'intérêt. Jean-Marie Poirier, maire de Sucy-en-Brie et porte-parole de l'Élysée, tentera en effet de reprendre à l'opposition le siège de conseiller général. M. Poirier affrontera notamment au premier tour un candidat socialiste soutenu par le PC, une candidate écologiste proche de Brice Lalonde et un candidat du RPR. Le résultat sera sans doute serré. Plus de 2000 personnes ont assisté ce matin aux obsèques de Jean-Claude Gatwing, le policier de 38 ans, tué mardi dernier à Saint-Ouen au cours d'une vérification d'identité dans un bar. Au cours de l'éloge funèbre, le ministre de l'Intérieur, M. Christian Bonnet, a déclaré « Le ministre et ceux qui, sous ses ordres, dirigent les services de police, se voient renforcés dans leur détermination d'accroître les moyens dont disposent les fonctionnaires de police ». L'avocat général de la Cour de sûreté de l'État a réclamé aujourd'hui des peines de 3 ans de prison à 7 ans de réclusion criminelle contre les 6 jeunes Bretons accusés d'avoir commis, au nom du Front de libération de la Bretagne, 2 attentats contre l'immeuble des renseignements généraux de Saint-Brieuc les 5 mars et 29 mai 1979. Les avocats ont commencé leur plaidoirie. Le verdict sera probablement rendu mardi. Un gigantesque incendie a entièrement détruit cette nuit un centre commercial à plan de campagne entre Marseille et Aix-en-Provence. Le sinistre aurait pour origine un court-circuit causé par la foudre. Le feu a pris naissance alors qu'un violent orage éclatait sur la région. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts dépasseraient les 10 millions de francs et il y a 1 millier de personnes qui se retrouvent sans emploi. Marée noire dans l'émirat de Bahreïn, une nappe pétrolière qui s'étend sur 1800 km² a déjà causé de graves dommages à la faune et à la flore marine. Cette marée noire s'échappe d'une plateforme de forage de la compagnie américano-saoudienne Aramco. Le temps, eh bien, il est resté médiocre sur la plus grande partie de la France, avec des températures autour de 10 degrés, pas plus, mais tout de même, si, un peu plus dans les régions méditerranéennes et les pays de la Loire. Les pluies torrentielles ont fait grossir les cours d'eau en Lozère, dans le Vaucluse et dans la Haute-Loire. Demain, temps toujours frais partout, malgré de belles éclaircies, de la Bretagne aux Pyrénées, ainsi que sur les régions méditerranéennes, où le Mistral et la Tramontane souffleront.
mais encore des averses près de la Manche et aussi des Vosges aux Alpes. La plus importante compétition internationale de golf en France se déroule actuellement à Saint-Nom-la-Bretèche. C'est le Trophée des champions. En tête actuellement, un Allemand, Bernard Langer, et ce trophée se déroule jusqu'à dimanche soir. Et juste derrière, il y a Johnny Miller, l'Américain qui fut il n'y a pas si longtemps au golf ce que Borg est un peu au tennis, c'est-à-dire à lui seul une montagne de dollars. Alain Lescouvé. Très blond, très grand, très fort, très beau et très riche, voici donc Johnny Miller, 33 ans, marié, 6 enfants. Hélas, disent les golfeuses du monde entier, et d'autres qui ne le sont pas, mais qui ne détesteraient pas s'y mettre au golf, avec lui, Johnny. De l'avis de tous, il était il y a 4 ans encore le meilleur joueur du monde. Un swing d'une puissance phénoménale. Le swing, c'est ça. Et une précision diabolique, que ce soit à 50 mètres ou à 50 cm du trou. Et pourtant, Johnny Miller a connu 3 ans de passage à vide. Excès de musculation ont expliqué les uns, pourri par l'argent ont accusé les autres. On dit que vous êtes très riche, c'est vrai? Riche? Ah, je ne suis pas pauvre, oui. Enfin, j'ai fait de bonnes opérations avec le golf et mes investissements. J'ai de la chance. Plus que Borg? Plus que Borg? Non, non, pas plus que Borg. Mais vous savez, les médecins peuvent travailler pendant 40 ou 50 ans. Mais moi, je ne peux faire ça que pendant 10 ans. Alors si dans 10 ans, je n'ai plus de travail, vous comprenez, peu de gens ont ce genre de problème. Les plus grands médecins du monde gagnent en gros 3 ou 4 millions de dollars dans l'année. Moi, je ne gagne pas ça et je suis l'un des meilleurs golfeurs du monde. Et j'y passe plus de temps que les médecins ne le font. Alors, ce n'est pas surpayé. Les gens pensent que c'est surpayé, mais peut-être pour 1 ou 2 personnes comme Borg. Mais pour tous les autres qui passent des milliers d'heures à faire ça, ce n'est pas si terrible. Nous sommes plutôt sous-payés, je trouve. Sous-payé, pauvre Johnny. Heureusement qu'il ne fume pas et qu'il ne boit pas, ça limite les dépenses. Heureusement aussi qu'il possède un ranch, 2 motos et quelques voitures, c'est toujours ça de prix. Et puis s'il gagne à Saint-Nom-la-Bretèche, il empochera 25 000 $, 12 millions de centimes, plus les retombées publicitaires. Allons Johnny, la vie est belle, non? 15 éditeurs vont publier demain à travers le monde et dans plusieurs langues ce nouvel ouvrage de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi mondial. C'est un événement dans l'édition. C'est aussi un événement dans la réflexion sur l'avenir du monde. Il y a notamment cet avertissement: l'Occident ne peut rebondir hors de la crise et vers un plein emploi des facultés de chacun qu'en équipant et en développant le tiers-monde. Et Jean-Jacques Servan-Schreiber, autour duquel, il faut le préciser tout de même, ont travaillé un groupe d'hommes européens, japonais et arabes, préconise la société d'intelligence à travers ce qu'il appelle la révolution de l'informatique. C'est ambitieux, mais c'est aussi un livre optimiste et qui se lit presque comme un roman. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le dernier journal, Joseph Poli, vers 23h30 en fin de programme. Merci de votre attention. Thank you.